Cet anime se déroule dans le futur, où des monstres dangereux menacent l'humanité et causent le chaos. Pour combattre ces monstres, connus sous le nom des ennemis de l'humanité, des écoles spéciales sont établies sur des îles désertes. Ces écoles rassemblent des enfants dotés d'aptitudes ou de talents surnaturels et les enseignent, les entraînent pour les préparer aux futures batailles. L'île fournit tout ce dont les enfants ont besoin jusqu'à leur diplôme, mais ils n'ont pas le droit de contacter le monde extérieur. Au début de l'anime, nous faisons la connaissance de l'un des élèves, Nakajima Nanao. Il est souvent victime de brimades de la part de ses camarades, car il pense qu'il n'a aucune aptitude spéciale comme la leur. Par exemple, l'un des brutes, Mugao, a le pouvoir de contrôler le feu, tandis que Nakajima n'a aucune aptitude de ce genre. Même dans les premiers épisodes de l'anime, Mugao continue à harceler Nakajima dans leur classe. Mais les brimades ont cessé quand leur professeur est entré dans la salle de classe avec deux nouveaux élèves. Ces nouveaux élèves étaient Onodera Kyuya et Hiraji Nana. Kyuya était mystérieux, et lorsque les autres élèves lui ont demandé quelles étaient ses aptitudes, il ne voulait pas en parler. D'autre part, Nana était joyeuse et ne voyait aucun inconvénient à partager ses talents avant même que quelqu'un ne le lui demande. Son don spécial était de lire les pensées des autres. Cela a surpris les élèves parce que c'est gênant quand les autres peuvent savoir ce que vous pensez. Malgré cela, Nana s'est assise à côté de Nakajima, et grâce à son pouvoir de lecture des pensées, elle a rapidement compris qu'il était la cible des brimades de ses camarades. Ses soupçons ont été confirmés lorsque Mugao, qui avait le pouvoir de contrôler le feu, a qualifié Nakajima d'incompétent et de peu apte à combattre l'ennemi de l'humanité. Étonnamment, Nana décide de prendre la défense de Nakajima contre les brimades de Mugao. Elle essaie de comprendre ce que Mugao pense en utilisant son don de lecture des pensées. Ensuite, elle dit à tout le monde que Mugao harcèle Nakajima juste pour l'impressionner et lui demander de sortir avec lui. Cependant, Nana rejette les avances de Mugao parce qu'elle ne veut pas sortir avec des brutes comme lui. Naturellement, Mugao se sent embarrassé, surtout lorsque leurs camarades se mettent à rire de lui. Quand le cours commence enfin, le professeur demande si quelqu'un veut être délégué de classe. Mugao se porte volontaire rapidement parce qu'il pense être l'élève le plus fort. Il y a aussi Seiya, un autre élève capable de contrôler la glace, qui est intéressé par le rôle. Juste quand les élèves pensaient qu'il n'y avait que 2 candidats pour le poste de délégué de classe, Nana surprend tout le monde en levant la main et en suggérant qu'ils devraient voter pour Nakajima. Son idée ne plaît pas aux 2 autres candidats, qui estiment qu'ils sont plus qualifiés que Nakajima, qu'ils considèrent comme dépourvus de talent. Ensuite, Kyuya semble fatigué du débat en cours et propose que les 3 candidats règlent les choses avec une compétition physique pour déterminer le meilleur choix pour le poste de délégué de classe. Seiya et Mugao sont d'accord, et ils décident d'avoir un duel le lendemain. Nakajima n'était pas du tout excité par le duel. Il ne comprenait pas pourquoi Nana l'avait proposé comme délégué de classe. Il était encore plus confus quand Nana lui a demandé de lui faire visiter l'île après l'école. Mais Nakajima était une personne gentille, alors il ne pouvait pas lui refuser sa demande. Ainsi, Nakajima a fait visiter l'île à Nana, y compris le campus scolaire et la cafétéria. Ils ont déjeuné ensemble et ont discuté. Nakajima était toujours curieux du don de lecture des pensées de Nana, et elle était heureuse d'expliquer. Contrairement à ce que la plupart des gens pourraient penser, son don a un inconvénient. Quand elle est dans des endroits bondés comme un train, elle se sent étourdie parce qu'elle entend les pensées de tout le monde. Malheureusement, son talent rendait aussi difficile pour elle de se faire des amis parce que les gens avaient trop peur d'être près d'elle. Après avoir fini de manger, Nana a demandé à Nakajima de l'emmener à un endroit où il pourrait voir la mer. Ainsi, Nakajima l'a conduite à une falaise où il n'y avait personne d'autre. Il s'est avéré que Nana voulait un endroit calme parce qu'elle voulait interroger Nakajima sur ses aptitudes. Elle le suspectait depuis le début parce qu'elle ne pouvait pas croire qu'il serait à l'académie s'il n'avait pas un talent spécial. La supposition de Nana s'est avérée correcte. Nakajima avait effectivement un talent, mais il l'avait gardé secret pour protéger l'humanité. Il ne voulait pas que l'ennemi découvre parce qu'ils étaient aussi intelligents. De plus, il avait entendu des rumeurs selon lesquelles l'ennemi avait infiltré l'île. Soudain, pendant qu'il parlait, Nana a été poussée par un vent fort et a failli tomber de la falaise. Heureusement, Nakajima a été rapide pour lui saisir la main et la remonter. Ils se demandaient tous les deux pourquoi le vent semblait vouloir lui faire du mal. Pendant ce temps, dans la salle des professeurs de l'école, on voyait Kyuya examiner les informations sur les élèves et leurs talents. Le professeur principal est entré et a demandé ce que Kyuya faisait là. Kyuya a simplement répondu qu'il essayait de recueillir des informations sur les élèves. Le lendemain, il y avait un duel pour décider du leader de la classe, mais seuls Mogo et Seiya y participèrent. Nakajima décida de ne pas être candidat parce qu'il ne voulait pas révéler son talent à ses camarades. Cependant, les choses prirent une tournure inattendue. Mogo ne pouvait pas accepter de perdre contre Seiya. Il devint très en colère et lança une énorme boule de feu, mettant involontairement les autres élèves en danger. En ce moment critique, Nakajima dut utiliser sa propre capacité pour protéger tout le monde. Étonnamment, la boule de feu disparut lorsque son intervention eut lieu.
Il s'avéra que le talent spécial de Nakajima était d'annuler ou de neutraliser les talents des autres. Après les actions courageuses de Nakajima, tous les élèves décidèrent de le faire président de classe. Ils croyaient qu'il était leur meilleur et plus talentueux élève parce qu'il les avait sauvés. Au début, Nakajima trouvait cela difficile à croire, mais il était heureux d'être considéré comme leur leader de confiance. Il pensait que cela n'aurait pas pu arriver sans Nana, alors il lui demanda de retourner à la falaise avec lui pour la remercier. Nana fut impressionnée par la force incroyable de Nakajima quand elle la vit de près. Cependant, elle se demandait toujours quelle était l'étendue réelle de son pouvoir. Pouvait-il neutraliser sa capacité de lecture des pensées s'il se touchait? Ce serait très utile pour elle s'il le pouvait. Pour tester sa théorie, Nana demanda à Nakajima de lui prendre la main. Et puis, lorsqu'il le fit, elle le poussa soudainement en bas de la falaise. Nakajima s'accrocha rapidement à une corde pendue à la falaise pour éviter de tomber dans la mer. Il était perplexe et se demandait si Nana l'avait vraiment poussé de la falaise. Après avoir réfléchi un moment, il était certain qu'elle l'avait vraiment fait. Mais pourquoi? Quelle était la raison derrière tout cela? Tandis que Nakajima était suspendu à la corde, Nana avoua enfin qu'elle n'avait en réalité aucun talent spécial. Elle avait fait semblant de lire dans les pensées tout ce temps, tout comme quand ils s'étaient rencontrés pour la première fois. À ce moment-là, Nakajima avait fait semblant de lire un livre sans tourner les pages, montrant ainsi qu'il avait peur des gens autour de lui. Ainsi, même sans avoir de capacité de lecture des pensées, les gens pouvaient facilement voir que Nakajima était une cible pour les brutes rien qu'en le regardant. Lorsque Nakajima entendit l'explication de Nana, il commença à soupçonner qu'elle pourrait être une ennemie faisant semblant d'être amicale et essayant de lui nuire. Cependant, Nana nia ces accusations. Au lieu de cela, elle prétendit que ce étaient les individus talentueux qui constituaient une menace pour l'humanité. Elle révéla qu'elle était une personne ordinaire envoyée par le gouvernement pour éliminer ceux avec des capacités spéciales sur l'île, y compris Nakajima, qui avait une forte chance de devenir un leader parmi ceux ayant des talents spéciaux. Après avoir dit tout cela, Nakajima ne put plus tenir la corde. Il perdit prise et tomba dans la mer un moment plus tard. Avec cela, Nana élimina avec succès sa première cible, comme le confirma le message texte qu'elle reçut. Le message indiquait que Nakajima Nanao, qui pourrait potentiellement diriger les ennemis et nuire à de nombreux humains, était décédé. La scène retourna ensuite dans le temps pour montrer que les ennemis de l'humanité ne sont pas les monstres que nous lisons dans les livres d'histoire ou voyons dans les médias. Ces ennemis sont en réalité des humains avec des super-pouvoirs, souvent appelés gens talentueux. Au fil du temps, de plus en plus d'enfants avec des capacités spéciales naquirent partout dans le monde, provoquant le chaos et la destruction partout. Les personnes ordinaires sans capacité spéciale ne pouvaient pas faire face à cette menace, alors le gouvernement dut créer une force de police spéciale composée d'individus dotés de super-pouvoirs. Malheureusement, ces policiers spéciaux se retournèrent contre le gouvernement parce qu'ils se sentaient supérieurs aux personnes ordinaires. Cela conduisit à une guerre de longue durée, remportée finalement par ceux sans super-pouvoir, les personnes sans talent. Des années après la guerre, l'humanité a lentement commencé à se rétablir. Mais pour éviter une répétition du passé sombre, le gouvernement a envoyé des personnes aux pouvoirs spéciaux sur une île déserte, prétendant que c'était une école spéciale. En même temps, ils ont envoyé des agents secrets pour éliminer ceux dotés de pouvoirs spéciaux. Le gouvernement devait garder ce secret car il craignait que les individus talentueux pourraient se rebeller contre eux. À l'époque actuelle, les étudiants suivent un cours près du lac pour pratiquer leurs compétences en combat aquatique. Ces étudiants aux pouvoirs spéciaux se comportaient comme des adolescents ordinaires. Certains avaient peur parce qu'ils ne savaient pas nager, tandis que d'autres montraient leurs capacités, comme Seiya, qui gelait le lac entier pour montrer son pouvoir. Lorsque Nana vit les capacités puissantes de Seiya, elle estima qu'il était nécessaire de s'occuper de lui. Ses pouvoirs étaient trop risqués pour être laissés sans surveillance. Ainsi, lorsqu'ils retournèrent en classe, elle décida d'en apprendre plus sur le talent de Seiya. Cependant, alors qu'elle essayait de recueillir des informations auprès de Seiya, il y eut une dispute entre Mogo et un autre élève. Le conflit ne dura pas longtemps car un étudiant qui n'aimait pas les conflits intervint et frappa Mogo à la joue. Selon Seiya, cet étudiant était Shibuzawa, qui avait la capacité de voyager dans le temps. Nana pensait que le talent de Shibuzawa était encore plus dangereux que celui de Seiya, alors elle décida d'en apprendre davantage sur ses capacités. Elle invita Shibuzawa à déjeuner ensemble, et sans tarder, elle testa son pouvoir en renversant accidentellement un verre d'eau sur lui. Il s'avéra que Seiya disait la vérité. Shibuzawa avait effectivement la capacité de voyager dans le temps, comme le prouvait le fait que l'eau renversée retourna dans le verre. Shibuzawa avoua à Nana qu'il pouvait revenir dans le passé, mais seulement jusqu'à un certain point. Nana fut très inquiète en apprenant son pouvoir. Elle avait peur car Shibuzawa pourrait découvrir qu'elle avait causé la mort de Nakajima en remontant dans le temps. Pour compliquer les choses, Kyuya interrompit soudainement leur conversation et demanda à Shibuzawa d'utiliser son pouvoir de voyage dans le temps pour trouver Nakajima.
Nana ne voulait pas que cela se produise, alors elle essaya de changer de sujet en disant que Nakajima était absent de l'école à cause de la maladie. Mais Kyuya doutait de cette explication. Sa chambre était juste à côté de celle de Nakajima, et il se rendit compte que Nakajima n'était pas revenu depuis la nuit précédente. Ainsi, Kyuya conclut que Nakajima avait disparu. Avant de disparaître, Nakajima était avec Nana. Nana comprit qu'elle devait agir pour éviter les soupçons des autres. Elle se remémora l'histoire des ennemis infiltrant l'île et décida de l'utiliser pour répandre la rumeur selon laquelle Nakajima avait été attaqué par un monstre. Pour rendre son histoire plus crédible, Nana agit comme si elle pouvait lire les pensées de Kyuya et fit semblant d'avoir peur, comme si elle venait de découvrir qu'il pourrait être un imposteur se faisant passer pour un humain. Elle s'en sortit de manière convaincante, ce qui fit que Shibuzawa lui fit confiance, d'autant plus que Kyuya s'était soudainement intéressé à Nakajima, ce qu'il n'avait jamais montré auparavant. Shibuzawa pensait qu'il devait y avoir quelque chose que Kyuya cachait. Pourtant, Shibuzawa savait qu'il ne pouvait pas découvrir la vérité à moins d'enquêter davantage. Ainsi, il dit à Nana qu'il utiliserait son pouvoir de voyage dans le temps pour vérifier la chambre de Nakajima de la nuit précédente et découvrir ce qui s'était réellement passé. Peu de temps après, Shibuzawa revint vers Nana, et ce que Kyuya avait mentionné était vrai. Shibuzawa découvrit que Nakajima n'était pas retourné dans sa chambre la nuit précédente. Cependant, voyager dans le temps avait demandé beaucoup d'énergie à Shibuzawa. Rien que revenir à la nuit précédente l'avait laissé épuisé. À cause de cela, il ne pouvait revenir qu'à ce moment spécifique. Mais Shibuzawa n'abandonnait pas. Il suggéra qu'il pourrait quand même vérifier Nakajima lorsqu'il était avec Nana à la falaise. Cependant, c'était la dernière chose que Nana voulait entendre. Elle essaya de convaincre Shibuzawa de ne pas y aller, disant qu'il était fatigué et qu'il serait préférable de continuer la recherche le lendemain. Mais Shibuzawa refusa. Il savait que plus ils attendraient, plus il serait difficile de trouver des indices sur Nakajima. En fin de compte, Nana ne put empêcher Shibuzawa de voyager dans le temps. Cependant, la chance semblait être de son côté. Quand il revint au présent, Shibuzawa lui dit qu'il avait trouvé Nakajima sur la falaise avec elle. Mais il ne pouvait observer que jusqu'au moment où Nakajima et Nana se tenaient la main. Après cela, il était à court d'énergie et devait revenir au présent. En termes simples, Shibuzawa n'avait pas été témoin de Nana poussant Nakajima de la falaise. Comme Shibuzawa avait épuisé toute son énergie, ils durent arrêter les recherches pour la journée. Shibuzawa s'excusa auprès de Nana de l'avoir soupçonné. Cependant, Nana ne pouvait pas prendre le risque que Shibuzawa remonte dans le temps le lendemain. Elle devait s'en débarrasser tout de suite. Alors, elle se rendit dans la chambre de Shibuzawa au milieu de la nuit et lui dit qu'elle savait ce qui était arrivé à Nakajima. Elle prétendit qu'ils avaient été attaqués par l'ennemi de l'humanité en rentrant de la falaise hier. Nakajima avait été gravement blessé, et elle ne voulait pas partager cela avec quelqu'un d'autre. Elle voulait épargner aux autres élèves le traumatisme de voir la terrible condition de Nakajima. Mais maintenant qu'elle savait que Shibuzawa pouvait voyager dans le temps, elle lui demanda de revenir en arrière et de sauver Nakajima. Shibuzawa est une personne gentille. Il suit Nana lorsqu'elle lui dit où Nakajima a été attaqué. Une fois sur place, il remonte dans le temps pour sauver Nakajima et le ramener au présent. Malheureusement, Shibuzawa ne réalise pas que Nana l'a conduit jusqu'au lac gelé que Seiya avait créé tôt le matin. Pire encore, Shibuzawa ne sait pas nager. Ainsi, lorsqu'il remonte dans le temps, il se retrouve dans le lac non gelé. Même s'il revient au présent, cela n'aidera pas car il gèlera à mort dans le même lac. Ainsi, Nana a réussi à éliminer 2 personnes aux talents spéciaux. Le lendemain, Kyuya se rendit secrètement à la falaise pour enquêter sur la disparition de Nakajima. Il ne trouva pas grand-chose, seulement une corde cassée et la montre de Nakajima. Pendant ce temps, Nana devint plus prudente après avoir éliminé 2 étudiants aux talents spéciaux dans la classe. Cependant, personne ne la soupçonnait d'être impliquée dans les disparitions. Au contraire, Mugo et Seiya soupçonnaient Kyuya, qui se trouvait être absent de la classe à ce moment-là. Mais Kyuya arriva bientôt, tout mouillé et avec une feuille collée à sa tête. Malgré son apparence étrange, Nana sentait toujours que Kyuya pourrait représenter une menace potentielle. Ainsi, pendant la pause déjeuner, elle le suivit, espérant découvrir ses secrets. Cependant, Kyuya se rendit simplement à un hangar du dortoir pour nourrir un chat avec du lait chaud. Plus tard, ils se rencontrèrent dans le couloir, et cette fois-ci, Nana ne put plus ignorer la feuille sur la tête de Kyuya. Elle en parla, et il apprécia sa gentillesse. De manière inattendue, il lui demanda de devenir son ami et l'invita dans sa chambre. Dans sa chambre, Kyuya révéla que sa principale raison de venir sur l'île était d'enquêter sur sa sœur, disparue il y a 5 ans. Il mentionna également avoir trouvé la montre de Nakajima lors de ses recherches. Nana fut encore plus convaincue que Kyuya devait être traité, et elle avait un plan. Pendant qu'elle était dans sa chambre, elle découvrit qu'il ne pouvait pas sentir. Le lendemain, Nana mit son plan en action pour éliminer Kyuya. Elle remplit le hangar du dortoir de gaz et attendit qu'il utilise le poêle là-bas pour chauffer le lait du chat.
Elle savait qu'il ne pourrait pas sentir le gaz. Son plan fonctionna comme prévu. Lorsque Kyuya alluma le poêle, cela provoqua une explosion, et le hangar prit feu. Nana agit ensuite comme une étudiante préoccupée, se précipitant vers le hangar, faisant semblant de s'inquiéter pour Kyuya. Cependant, ce que Nana ne savait pas, c'est que Kyuya avait le pouvoir de l'immortalité, ce qui signifiait qu'il ne pouvait pas mourir, peu importe comment elle essayait de le tuer. Kyuya commença à soupçonner Nana parce qu'elle semblait surprise de le voir encore en vie. Après tout, n'avait-elle pas le pouvoir de lire les pensées? Alors pourquoi ne savait-elle rien de son immortalité? Les soupçons de Kyuya seuls ne suffisaient pas. Il n'avait aucune preuve que Nana était celle qui voulait lui faire du mal, et il ne pouvait pas prouver qu'elle était responsable des disparitions de Nakajima et Shibuzawa. Le lendemain en classe, Kyuya parla aux étudiants de l'explosion et de l'incendie du hangar. Au lieu d'accuser directement Nana, il dit que c'était l'ennemi de l'humanité qui avait tenté de lui nuire la veille. Cependant, les étudiants ne croyaient pas qu'il y avait des ennemis sur l'île. Peu de temps après, les filles de la classe s'excitèrent. La raison en était que Michiru, l'une des filles, avait reçu une lettre d'amour secrète l'invitant à rencontrer quelqu'un après l'école. Michiru avait le talent spécial de guérir les blessures, donc même si elle était heureuse de la lettre d'amour, elle essaya d'aider Nana lorsqu'elle remarqua sa jambe blessée. Elle utilisa son pouvoir en léchant le pied de Nana. Cependant, chaque fois qu'elle utilisait son talent, elle raccourcissait sa propre vie. Quel triste retournement du destin. Ce qui est encore plus malheureux, c'est que la personne qui avait envoyé la lettre d'amour ne se montra jamais quand Michiru l'attendit après l'école. Au lieu de l'expéditeur, Nana arriva. Elle révéla que le gars que Michiru attendait n'était pas réel, et la lettre d'amour n'était qu'une méchante plaisanterie créée par ses camarades de classe, Kirara et Kaori. Michiru fut profondément bouleversée en réalisant que les deux filles qu'elle pensait être ses amies avaient joué un tour aussi blessant. Cependant, elle se sentit également reconnaissante envers Nana de lui avoir dit la vérité sur la lettre, et elle exprima ses remerciements. Bien que Nana ait peut-être identifié sa prochaine cible d'élimination, elle devait être plus prudente maintenant. Depuis l'explosion du hangar, Kyuya était devenu suspect à son égard. Il la surveillait même pendant qu'elle parlait à Michiru. Plus tard cette nuit-là, dans sa chambre, Nana réfléchit à la manière d'éliminer Michiru. Michiru avait le pouvoir de se guérir elle-même, donc la blessée ne fonctionnerait pas car elle pourrait rapidement guérir toutes les blessures. La seule option viable semblait être une attaque surprise par derrière, empêchant Michiru de lécher ses plaies. Cependant, lorsque Nana quitta sa chambre pour se rendre chez Michiru, elle fut choquée de trouver Kyuya devant sa porte. Elle demanda pourquoi il était dans le dortoir des filles, mais il avait une réponse prête. Il prétendit qu'il était préoccupé par sa sécurité, craignant qu'elle ne soit attaquée par l'ennemi, alors il décida de veiller sur elle. Se rendant compte qu'elle ne pouvait pas passer la nuit avec Kyuya la surveillant, Nana monta le volume de la musique et s'échappa par la fenêtre. Cependant, Kyuya comprit sa ruse, soupçonnant qu'elle utilisait intentionnellement la musique forte comme une diversion pour s'échapper. Il était convaincu qu'elle se dirigeait vers la chambre de Michiru. Comme prévu, Kyuya aperçut Nana se précipitant vers la chambre de la fille, alors il la suivit. Mais il fut décontenancé en entrant dans la chambre de Michiru. Il trouva Nana allongée là avec une blessure par coup de couteau sérieuse, tandis que Michiru, à côté d'elle, essayait de guérir la blessure en la léchant. Au moment où il réalisa que Kyuya l'avait suivi, Nana lui dit qu'elle avait entendu les voix de l'ennemi de l'humanité se diriger vers la chambre de Michiru. Elle craignait qu'il ne fasse du mal à Michiru, alors elle s'était précipitée par sa fenêtre pour la sauver. Nana décrivit l'ennemi comme des êtres invisibles qui l'avaient attaqué soudainement puis avaient disparu. Cependant, tout cela était une histoire fabriquée. Nana s'était délibérément poignardée pour détourner les soupçons de Kyuya loin d'elle. Cependant, Kyuya ne pouvait pas abandonner ses doutes sur Nana. Si son histoire était vraie, pourquoi n'avait-elle pas appelé à l'aide lorsqu'elle avait entendu ces voix suspectes? Et pourquoi l'ennemi présumé avait-il fui immédiatement après l'avoir blessé? Pourquoi n'avait-il pas continué leur attaque en ciblant Kyuya et Michiru? Alors, le lendemain en classe, Kyuya confronta Nana et lui posa toutes ces questions. Pourtant, il lui manquait des preuves concrètes qu'elle mentait, et il n'y avait aucune raison pour qu'elle avoue. De plus, les autres élèves avaient entendu parler des événements de la veille et croyaient son histoire, offrant leur sympathie. Nana reconnut que c'était une excellente occasion de gagner plus de soutien de la part de ses camarades de classe. Ainsi, elle simula des larmes devant eux et commença à répandre des rumeurs sur l'infiltration de l'ennemi de l'humanité sur l'île. Elle s'assura également d'insinuer que l'ennemi était responsable de la mort de Nakajima. L'interprétation de Nana était si convaincante que Michiru suggéra aux étudiants de faire de Nana la présidente de la classe. Après tout, Nana avait sauvé la vie de Michiru, et il la voyait comme une personne courageuse capable de diriger la classe. Comme prévu, tous les étudiants étaient d'accord avec la suggestion de Michiru. Maintenant qu'elle est la présidente de la classe, Nana ne perd pas de temps à utiliser son autorité pour instruire Michiru de collecter des informations sur les talents de tous les élèves de la classe. La docile Michiru suit ses ordres sans hésitation.
La seule personne qui a encore des doutes sur l'innocence de Nana est Kyuya, malgré sa déclaration publique qu'il ne la suspecte plus. Ses actions contredisent ses paroles, et il continue de poser de nombreuses questions, comme un détective. Il demande pourquoi la blessure de Nana dans le dos ressemble davantage à celle causée par un objet tranchant comme un couteau ou un pic à glace. Si Nana avait été attaquée par un monstre, il n'aurait pas de sens d'utiliser une arme pareille. Bien qu'elle ressentit du ressentiment envers son comportement, Nana dut reconnaître l'intuition aiguisée et les compétences de déduction de Kyuya. Elle décida donc de créer une nouvelle arme pour son prochain meurtre, quelque chose qui donnerait l'impression d'un acte magique. Elle opta pour des aiguilles empoisonnées. Plus tard cette nuit-là, alors que Nana se dirigeait vers les dortoirs, elle fut approchée par Tsunkichi, un étudiant prétendant avoir la capacité de voir l'avenir. Qui plus est, il pouvait imprimer des photos de ses visions futures. Cependant, la dernière photo qu'il avait imprimée le troublait, alors il la montra à Nana. C'était effectivement préoccupant car la photo était liée à elle et montrait qu'elle avait l'intention de lui nuire à 22 h le lendemain soir. Nana fit semblant de ne pas comprendre et insista sur le fait qu'elle n'avait aucun plan de nuire à Tsunkichi. Pour prouver sa capacité à prédire l'avenir, il l'emmena à la cafétéria. Là, il expliqua comment il pouvait voir le futur et souligna que les gens ne pouvaient pas changer ce qui était destiné à se produire. Il lui montra une autre photo du futur, cette fois la représentant commandant des nouilles à la cafétéria ce soir-là et les nouilles se retrouvant étrangement collées sur sa tête. En voyant la photo, Nana décida de changer sa commande et choisit autre chose que des nouilles. Cependant, à sa grande surprise, les événements de la photo se déroulèrent réellement. La serveuse glissa, faisant tomber les nouilles qu'elle portait sur la tête de Nana. Nana croit maintenant sincèrement que Tsunkichi peut réellement prévoir l'avenir, et tout ce qu'il montre dans ses photos ne peut être changé. Tsunkichi, quant à lui, presse Nana de lui avouer pourquoi elle veut lui nuire, même s'il prétend ne pas être un ennemi de l'humanité. Cependant, elle continue de nier toute intention nuisible à son égard, ce qui pousse Tsunkichi à révéler une autre photo, celle capturant le moment où Nana a poussé Nakajima d'une falaise. Il s'avère que Tsunkichi savait depuis le début que Nana avait tué Nakajima, mais il l'avait gardé secret, attendant le bon moment pour l'utiliser comme levier. Ce soir-là, il vit enfin sa chance. Tsunkichi offre de ne pas révéler le sombre secret de Nana si elle accepte d'être sa petite amie et se conforme à ses souhaits. Dans cette situation difficile, Nana se sent contrainte de se conformer à ses exigences. Tsunkichi conduisit alors Nana dans sa chambre et lui demanda de lui faire un massage du dos. Même si elle pouvait éventuellement lui nuire en le massant, elle décida de temporiser pour l'instant. Son objectif principal était de comprendre comment Tsunkichi parvenait à capturer des photos du futur. De plus, elle craignait de tenter quelque chose dans les dortoirs, craignant d'être surprise par d'autres étudiants à proximité. Ainsi, elle prit son temps, attendant qu'il s'endorme, tout en réfléchissant à un plan pour l'éliminer. C'est pendant cette période qu'elle remarqua comment Tsunkichi tenait son appareil photo pendant son sommeil. Sentant quelque chose de suspect, Nana examina l'appareil photo et appuya discrètement sur le bouton de l'appareil. Comme prévu, l'appareil photo produisit des photos du futur, et l'une d'elles la laissa stupéfaite. Nana fit le choix de garder cette photo particulière en sécurité. Elle prit ensuite l'appareil photo de Tsunkichi hors du dortoir, espérant pouvoir l'utiliser pour voir le futur. Malheureusement, elle découvrit que seul Tsunkichi pouvait utiliser l'appareil photo pour capturer des images futures. Lorsque Nana essaya de l'utiliser, tout ce qu'elle obtint furent des photos ordinaires. Cette révélation aida Nana à comprendre la méthode de Tsunkichi pour prendre des photos du futur. Il voyait l'avenir dans ses rêves, puis imprimait ses images de rêve à l'aide de l'appareil photo. Le lendemain, Tsunkichi réalisa que son appareil photo avait été pris par Nana pendant la nuit. Il le savait car il avait généralement 5 photos futures, mais quand il se réveilla, il n'en avait plus que 4. Cela indiquait que quelqu'un avait secrètement pris l'une de ses photos, et la seule personne qui aurait pu le faire était Nana. Ses soupçons furent confirmés lorsqu'il fouilla le corps de Nana et trouva une photo cachée dans la poche de ses vêtements. Ce qui le surprit encore plus, c'était que la photo montrait Nana, ligotée par des cordes et sans vie. Cette photo fit croire à Tsunkichi qu'il ne mourrait pas cette nuit-là. Au contraire, c'était Nana qui connaîtrait sa fin. Il demanda donc à Nana de le rencontrer au hangar de sport à 22 h pour prouver qu'il n'était pas en danger de mourir. Cependant, le destin de Tsunkichi était scellé pour cette nuit-là. La photo qu'il découvrit dans la poche de Nana était une fausse habilement fabriquée, créée par Nana avec son appareil photo pour le tromper. En réalité, la photo originale montrait Kyuya et Michiru découvrant le corps sans vie de Tsunkichi dans le hangar de sport. Cela expliquait la surprise de Nana en voyant la photo la veille. Ayant réussi à duper Tsunkichi, Nana arriva au hangar de sport en avance sur lui, ayant l'intention de le tuer discrètement. Mais au moment où Tsunkichi s'apprêtait à entrer dans le hangar, la boîte contenant les aiguilles empoisonnées qu'elle avait préparées tomba accidentellement, ne lui laissant d'autre choix que de l'étrangler avec une corde, comme cela était représenté sur la photo initiale. Cependant, Tsunkichi était venu préparer au hangar.
Il parvint à se libérer des cordes autour de son cou et retourna rapidement la situation en sa faveur. Mais dans ce moment critique, Nana saisit l'aiguille empoisonnée et la lui enfonça dans le bras, le faisant s'effondrer sur le sol. Alors que Tsunkishi faisait face à sa fin imminente, il était déconcerté, se demandant pourquoi c'était lui qui rencontrait l'étreinte de la mort au lieu de Nana. Il ne pouvait maudire que sa propre folie alors que Nana lui révélait la vérité. Finalement, il succomba au poison qui circulait dans son corps, tout comme la photo l'avait prédit. Un peu plus tard, Kyuya et Michiru arrivèrent au hangar. Ils avaient cherché Tsunkishi, incapables de le localiser dans son dortoir. Malheureusement, ils étaient trop tard pour éviter la tragédie. Pendant ce temps, Nana avait une excuse toute prête pour sa présence dans le hangar les soirs comme celui-ci. Elle dit à Kyuya et Michiru que Tsunkishi avait été attaqué par l'ennemi de l'humanité, et lorsqu'elle arriva au hangar, elle découvrit son corps sans vie. Cependant, Kyuya restait sceptique, en particulier après sa découverte précédente de la photo fabriquée. De plus, d'autres élèves avaient entendu de la part de Tsunkishi qu'il sortait avec Nana, alimentant davantage les soupçons de Kyuya selon lesquels quelque chose n'allait pas entre Tsunkishi et Nana. Nana avait prévu cette situation également. Elle révéla que Tsunkishi avait pris des photos compromettantes d'elle et les avait utilisées pour la contraindre à être sa petite amie. Si elle résistait, il menaçait de révéler ces photos à toute la classe. En réalisant que l'explication de Nana avait du sens, Kyuya lui permit à contre-séure de partir. À son insu, Nana se rendit ensuite dans la chambre de Tsunkishi pour récupérer les photos futures restantes. Cependant, à sa stupéfaction, une photo manquait. Pour aggraver les choses, cette photo manquante représentait Nana poussant Nakajima d'une falaise. Étonnamment, Tsunkishi avait caché cette photo sous son uniforme, et Michiru la découvrit dans le hangar. Comme prévu, Michiru choisit de montrer la photo à Nana, ressentant le besoin de s'informer sur sa signification. Cette décision, en fait, sauva Michiru de l'intention meurtrière de Nana. Au lieu de cela, Nana expliqua que Tsunkishi était très doué pour la retouche photo, qu'il utilisait pour faire chanter d'autres élèves, tout comme il l'avait fait avec elle. Michiru crut à l'explication de Nana et accepta de garder secrète la photo qu'elle avait trouvée. Le lendemain, lors des funérailles de Tsunkishi, Kyuya surprit tout le monde en suggérant de pratiquer une autopsie sur le corps de Tsunkishi. Cependant, alors qu'il s'apprêtait à ouvrir le cercueil, Tsunkishi se leva soudainement, apparemment en vie. Cette résurrection surprenante était le résultat du talent de nécromancie de Shinji. Voyant Shinji contrôler un cadavre de cette manière, une fille nommée Yuka le réprimanda. Cependant, Shinji expliqua qu'il l'avait fait pour découvrir la véritable cause de la mort de Tsunkishi. Ainsi, au lieu de pratiquer une autopsie, Kyuya pouvait désormais interroger directement Tsunkishi. Nana, craignant que ses actions ne soient découvertes, fait de son mieux pour les empêcher. Elle argumente qu'elle peut entendre l'âme de Tsunkishi crier, le suppliant de le laisser reposer en paix. Le ramener de cette manière serait comme torturer son âme. Étonnamment, les étudiants croient Nana et demandent à Shinji de cesser d'utiliser ses pouvoirs de nécromancie sur Tsunkishi. En conséquence, Shinji désactive ses pouvoirs de nécromancie, et Tsunkishi retourne dans le cercueil. Kyuya abandonne également son projet de pratiquer une autopsie sur le corps. Le lendemain, Nana approche Yuka pour recueillir des informations sur Shinji, utilisant son rôle de présidente de classe comme excuse pour mieux connaître tous les étudiants. Cependant, elle n'apprend pas grand-chose, sauf le fait que Shinji assiste rarement aux cours et passe beaucoup de temps dans sa chambre. Nana devient méfiante, pensant que Yuka lui cache quelque chose, et trouve la relation entre Yuka et Shinji curieuse. Elle décide donc de suivre Yuka pour découvrir plus de détails. Une nuit, elle surprend Yuka en train de se rencontrer secrètement avec Shinji, et il est évident, d'après leurs interactions, qu'ils sont en couple. Étonnamment, cela s'avère être avantageux pour Nana, car elle voit maintenant une opportunité d'éliminer les deux simultanément. Cependant, alors qu'elle élabore son plan, Kyuya la surprend en train d'espionner Yuka et Shinji. Le lendemain, pendant le cours d'éducation physique, Nana simule être malade et demande à Michiru de l'accompagner à l'infirmerie. Cependant, dès que Michiru part, Nana se faufile dans le dortoir des garçons et utilise une aiguille empoisonnée pour tuer Shinji en l'injectant dans son cou. Sur le chemin du retour vers l'infirmerie, Nana trouve un chat piégé dans une grille, ce qui la retarde dans son retour. Lorsque Kyuya et Michiru terminent leur cours d'éducation physique et vont à l'infirmerie pour vérifier l'état de Nana, elle n'y est plus. À ce stade, Nana n'est pas trop préoccupée si Kyuya la soupçonne. Sa priorité est de sauver le chat piégé, alors elle demande à Kyuya et Yuka de l'aider à le secourir. Yuka, qui a mentionné avoir une force surhumaine auparavant, décline en prétendant être allergique au chat. En fin de compte, ils n'ont pas besoin de force surhumaine ou autre. Ils utilisent simplement de la nourriture pour chat pour attirer le chat hors de la grille. Plus tard dans la nuit, Nana se faufile dans la chambre de Yuka avec l'intention de la tuer. Cependant, alors qu'elle s'apprête à utiliser l'aiguille empoisonnée, elle est attaquée par derrière. Étonnamment, l'attaquant est Shinji, qui était censé être mort plus tôt dans la journée.
Il est enfin révélé que Yuka est la nécromancienne, capable de contrôler les morts, tandis que Shinji possède le talent de force surhumaine. Shinji était décédé précédemment et maintenant il est essentiellement un cadavre réanimé sous le contrôle de Yuka. Yuka révèle alors à Nana comment Shinji est mort. Avant de venir sur l'île, Yuka et Shinji étaient en couple. Un jour, alors qu'ils étaient au cinéma, un incendie éclata, et tragiquement, Shinji perdit la vie dans l'incendie. Dévastée par la mort de Shinji, Yuka décida de le ramener en tant que mort-vivant. Grâce à Shinji, elle découvrit la véritable nature de Nana en tant que tueuse sans cœur. Yuka soupçonnait que Nana était responsable des décès de Nakajima et d'autres. Lorsque Yuka menaça d'exposer Nana aux autres étudiants, Nana confessa étonnamment les meurtres de Nakajima et des autres. Cependant, elle argumenta qu'elle n'était pas aussi cruelle que Yuka, car elle permettait à ses victimes de reposer en paix, tandis que Yuka trafiquait leur corps et les transformait en zombies. Nana utilisa ces informations pour faire chanter Yuka, la menaçant de révéler ses actions aux autres étudiants. Nana était prête à épargner Yuka et à ne pas tenter de la tuer si Yuka promettait de ne pas révéler ses crimes aux autres étudiants. Cependant, Yuka refusa l'offre. Elle pensait que Nana ne comprenait pas sa situation actuelle. Yuka avait le dessus et estimait que Nana n'avait pas le droit de proposer un marché. Malgré le refus initial, Nana ne voulait pas abandonner. Elle fit une autre offre pour persuader Yuka, elle partagerait avec Yuka les pensées de Shinji. Yuka croyait toujours que Nana avait le pouvoir de lire les pensées des vivants et des morts. Elle demanda donc à Shinji de libérer Nana avant de révéler ses pensées. Nana se conforma à sa demande et prétendit que Shinji souhaitait la disparition de Yuka. Par la suite, Nana s'échappa rapidement de la scène, laissant Yuka derrière elle, qui réalisa enfin qu'elle était tombée dans un piège. Furieuse, Yuka poursuivit Nana alors qu'elle se dirigeait vers les montagnes. Elle ranima même de nombreux cadavres à proximité et leur ordonna de capturer Nana. Nana était perplexe devant le nombre impressionnant de cadavres qu'avait ressuscité Yuka, se demandant d'où ils venaient. Le gouvernement qui l'avait envoyé sur l'île ne lui avait jamais mentionné la présence de tant de cadavres. Après avoir réfléchi un moment, Nana ne pouvait penser qu'à deux possibilités concernant la présence de tant de cadavres. Soit la génération précédente d'individus talentueux s'était entretuée, soit elle avait été éliminée par les agents secrets envoyés avant le temps de Nana. Finalement, Nana réussit à échapper aux zombies qui la poursuivaient. Quand elle se retrouva seule, elle réfléchit à la façon dont Yuka pouvait contrôler les zombies. Elle se souvint de ce qu'elle avait vu dans la chambre de Yuka, en particulier des objets cachés sous le lit de Yuka. Nana conclut que ces objets devaient être des effets personnels des zombies que Yuka utilisait pour les contrôler. Néanmoins, la situation actuelle était encore loin d'être sûre pour que Nana arrête de courir. Elle continua de fuir les zombies qui la poursuivaient jusqu'à ce qu'elle tombe sur une cabane abandonnée. En repérant la petite structure, elle eut soudain une idée pour échapper à Yuka et à ses suiveurs zombies. Par conséquent, avant de chercher refuge dans la cabane, elle fit quelques ajustements à la porte. Le plan de Nana était de rester cachée dans la cabane jusqu'au matin. Elle avait observé que Shinji, qui n'allait jamais à l'école pendant la journée, suggérait que les zombies ne pouvaient pas bouger lorsqu'ils étaient exposés à la lumière du soleil. Ainsi, lorsque le soleil se lèverait, ce serait son opportunité pour s'échapper. Un peu plus tard, Yuka découvrit Nana dans la cabane. Cependant, elle ne voulait prendre aucun risque en restant là. L'aube approchait, alors elle décida de rentrer chez elle avec Shinji. Elle sécurisa la porte de la cabane de l'extérieur avant de partir pour empêcher Nana de s'échapper. Son intention était de revenir à la cabane avec ses zombies disciples lorsque l'obscurité tomberait. Yuka était furieuse en découvrant que Nana avait échappé à sa vigilance en son absence lorsqu'elle retourna à la cabane la nuit. Elle ordonna immédiatement à ses zombies de fouiller chaque coin de la forêt pour retrouver Nana. Cependant, même lorsque le soleil s'était levé, ils ne pouvaient pas la localiser. Ainsi, sans succès, Yuka dut retourner au dortoir. Alors que Yuka passait par les portes du dortoir avec Shinji sur son dos, Nana réapparut soudainement. Sans perdre de temps, elle immobilisa Yuka et commença à chercher un objet que Yuka utilisait pour contrôler Shinji. Il ne fallut pas longtemps à Nana pour le trouver, qui se révéla être la copie d'examen de Shinji. Cela révéla que pour contrôler les cadavres, Yuka avait besoin d'objets touchés par les cadavres pendant leur vie. Avec la copie en sa possession, Nana menace Yuka et la force à les accompagner jusqu'au bord de la falaise. Là, Nana explique comment elle a réussi à s'échapper de la cabane verrouillée. C'était une méthode simple, dit-elle. Au lieu de renforcer la porte, elle avait retiré les vis des charnières, ce qui lui permettait de l'ouvrir plus tard. Elle savait que Yuka n'entrerait pas dans la cabane ni ne tenterait de la forcer car le soleil allait bientôt se lever. Nana avait correctement anticipé que Yuka verrouillerait la porte de l'extérieur. Après avoir entendu cette explication, Yuka réalisa enfin qu'elle avait été battue par Nana. Elle s'excusa auprès de Nana et promit de ne pas révéler tous les crimes que Nana avait commis. De plus, elle rendit à Nana ses aiguilles empoisonnées. Malheureusement, Nana avait déjà pris sa décision de tuer Yuka. Elle jeta la copie d'examen de Shinji dans l'abîme,
puis pressa Yuka de révéler la vérité sur la façon dont Shinji était réellement mort. Nana avait remarqué une incohérence dans l'histoire de Yuka, et ses soupçons furent confirmés. Yuka avait menti sur ce qui était arrivé à Shinji. La véritable histoire de la mort de Shinji était qu'il était allé au cinéma avec une autre fille, pas Yuka. Ce fait était difficile pour Yuka à accepter car elle aimait Shinji depuis qu'ils étaient enfants. Elle devenait jalouse à chaque fois qu'elle le voyait avec une autre fille. Et ainsi, elle prit une décision radicale. Yuka avoua qu'elle avait incendié le cinéma, piégeant ainsi de nombreuses personnes à l'intérieur. Shinji, dans un acte héroïque, avait essayé de sauver autant de personnes que possible, mais il avait finalement succombé à l'épuisement. Le sombre plan de Yuka avait réussi, et Shinji était maintenant parti. Elle avait voulu qu'il meure pour pouvoir garder son corps pour toujours. Nana resta silencieuse en entendant l'histoire troublante de Yuka. Une fois que Yuka eut fini de parler, Nana utilisa une aiguille empoisonnée pour la tuer, puis se débarrassa de son corps en le jetant de la falaise. Ensuite, Nana rencontra Kirara, qui attrapait un serpent. Kirara possédait un talent unique qui rendait sa salive empoisonnée, et elle devait manger régulièrement des serpents pour maintenir sa capacité. Sachant que Kirara était généralement vue avec sa meilleure amie, Kaori, Nana devint curieuse en la voyant seule. Elle décida de demander à Kirara des informations sur Kaori. Nana découvrit que Kirara et Kaori avaient une relation tendue à cause d'une récente dispute. Pour convaincre Nana, Kirara lui montra leur conversation, révélant comment Kaori l'avait maudite. Au lieu de ressentir de la sympathie, Nana y vit l'occasion d'éliminer Kirara. Elle utilisa son aiguille empoisonnée pour la tuer en la poignardant dans le cou. Ensuite, Nana prit les affaires et le téléphone de Kirara, se débarrassant de son corps à côté des morts-vivants que Yuka avait contrôlés plus tôt. Elle se faufila ensuite dans la chambre de Kaori et empoisonna ses lentilles de contact. Plus tard, dans les couloirs de l'école, Nana rencontra Kyuya, qui lui demanda des informations sur Yuka et Shinji. À sa grande surprise, elle lui annonça la mort de Yuka et le conduisit, avec Michiru, Seiya et Mugo, jusqu'à la falaise. Là, elle révéla tous les secrets de Yuka, mais mentit sur la cause de la mort de Yuka. Nana prétendit que Yuka s'était suicidé en sautant de la falaise après avoir réalisé ses méfaits dans la mort et le contrôle du corps de Shinji. Avec une expression pleine de tristesse, Nana demanda à Mugo de brûler tous les cadavres autour, y compris ceux de Shinji et Kirara. À ce moment-là, Kyuya ne dit pas grand-chose et laissa Mugo brûler les cadavres. Plus tard, en revenant aux portes du dortoir, Kyuya tenta de révéler les crimes de Nana devant leurs amis en soulignant son absence d'alibi pendant chaque meurtre. Cependant, leur conversation fut interrompue brusquement par un cri venant de l'intérieur du dortoir des filles. Il s'avéra qu'une élève avait découvert Kaori morte dans sa chambre. Nana feignit la surprise en voyant le corps sans vie de Kaori, parvenant même à esquisser un bref sourire. Elle était satisfaite de sa méthode de meurtre cette fois-ci, car elle lui fournissait un alibi. Elle était avec Kyuya et les autres quand Kaori est morte. Kyuya devint suspicieux en remarquant la position de la main de Kaori, comme si elle essayait de se retirer les yeux. Il commença à enquêter sur sa mort et découvrit finalement du poison dans son étui de lentilles de contact. Cela le conduisit à conclure que Kaori était morte après avoir mis les lentilles empoisonnées dans ses yeux. En conséquence, Kyuya et les autres commencèrent à suspecter Kirara, qui avait la capacité de produire du poison et n'avait pas été vue à l'école depuis midi. Cependant, lorsque Kyuya vérifia la chambre de Kirara, elle était introuvable. À la place, il trouva des preuves qu'elle était partie chercher des serpents dans les montagnes. Pensant que la poursuivre dans les montagnes pourrait être une perte de temps, Kyuya décida de réexaminer la chambre de Kaori. Là, il examina son téléphone portable et trouva un message de Kirara envoyé à 15 h, au même moment où il, Nana, Michiru et le reste de leur groupe étaient à la falaise. En voyant le message, Kyuya fut convaincu que Nana était la meurtrière. Il décida d'appeler certains de ses camarades de classe pour expliquer comment il croyait que Nana avait tué Kirara et Kaori. Voici la déduction de Kyuya: le matin, Nana a tué Kirara alors qu'elle cherchait des serpents dans les montagnes, c'est pourquoi Kirara n'était pas revenu. Kyuya pensait qu'il ne trouverait pas le corps de Kirara parce que Nana l'avait brûlé avec les cadavres de zombies qui appartenaient à Yuka. Nana avait demandé à Mugo de brûler les cadavres pour se débarrasser du corps de Kirara, qu'elle avait caché parmi les restes de zombies. Puis, alors qu'ils étaient à la falaise, Nana a envoyé secrètement un message au téléphone de Kaori avec le téléphone de Kirara, qu'elle avait pris après l'avoir tué. Elle a fait cela pour détourner les soupçons d'elle-même. Le téléphone de Kirara est maintenant en possession de Nana. Kyuya était confiant dans sa théorie et fouilla le corps de Nana, espérant trouver le téléphone de Kirara. Cependant, il ne put pas le trouver. Naturellement, il ne put pas le trouver car Nana avait attaché le téléphone à l'un des cadavres de zombies, qui finirait par fondre au soleil. Alors qu'il fondait, les restes de chair sur le doigt du cadavre appuieraient sur le bouton d'envoi. Cela entraînerait l'envoi du message que Nana avait préparé sur le téléphone de Kirara vers le téléphone de Kaori. Les autres étudiants ont vu Kyuya accuser Nana sans aucune preuve. Ils l'ont immédiatement défendu,
et Michiru a même demandé à Kyuya de s'excuser, ce qu'il a fait à contre-séure. Tard dans la nuit, Nana était assise dehors, réfléchissant à la manière de se débarrasser du poison qu'elle avait utilisé pour tuer Kaori. De manière inattendue, Michiru est apparu et l'a surprise. Nana a expliqué qu'elle surveillait au cas où l'ennemi de l'humanité attaquerait. Mais Michiru insistait pour que Nana fasse une pause, et Nana a accepté parce qu'elle avait besoin de se reposer. Alors que Nana fermait les yeux, Michiru a soudainement tenu un couteau contre son cou, disant qu'elle savait que Nana n'était pas l'assassin qui lisait dans les pensées. Michiru ne croyait pas en la capacité de Nana à lire les pensées. Nana, cependant, a réussi à désarmer Michiru et à lui faire mal à la main dans le processus. À ce moment-là, 2 autres étudiants sont sortis du dortoir et ont demandé à Michiru de rentrer à l'intérieur, sans mentionner les actions de Nana. Le lendemain, Nana a emmené Michiru sur la falaise pour discuter de l'incident de la veille. Mais en voyant la blessure à la main de Michiru, Nana a réalisé que la Michiru qu'elle avait rencontrée la veille et celle avec elle maintenant n'étaient pas les mêmes. La vraie Michiru aurait déjà guéri sa main. Nana soupçonnait que la personne devant elle pouvait se transformer. Peu de temps après, la silhouette s'est transformée en un homme nommé Tachibana Jin, qui était autrefois étudiant sur l'île. Jin a ensuite conduit Nana dans une grotte cachée et a révélé qu'il était au courant de tous les meurtres qu'elle avait commis. Il s'était déguisé en chat tout ce temps, le même chat dont Kyuya s'occupait. Il a expliqué qu'il y a 5 ans, les individus talentueux de l'île s'étaient tournés les uns contre les autres, résultant en une bataille pour déterminer le plus fort. Jin, grâce à ses capacités, était le seul survivant de cet incident. Maintenant, il montrait sa véritable forme à Nana parce qu'il voulait proposer un partenariat. Il soupçonnait que le gouvernement central avait un rôle significatif dans la guerre civile qui s'était déroulée il y a 5 ans. Jin a demandé à Nana de coopérer avec lui pour enquêter sur cette affaire. Si elle refusait, il était prêt à la tuer. Peu de temps après, Jin a soudainement ressenti de la douleur après avoir bu son café, que Nana avait empoisonné en secret. Cependant, Jin possédait la capacité unique de se transformer en n'importe qui et de reproduire leur talent. Lorsque sa vie était en danger, il s'est transformé en l'immortel Kyuya. Réalisant la nature redoutable de son adversaire, Nana a décidé de s'échapper. Mais Jin était déterminé à ne pas la laisser partir si facilement. Cette fois-ci, il s'est transformé en Mogo et a utilisé son pouvoir de feu pour l'attaquer. Étonnamment, malgré l'avoir gravement blessée, Jin a emmené Nana dans la chambre de Michiru pour qu'elle reçoive des soins. Quand Nana s'est réveillée, Michiru était soulagée et a expliqué qu'elle avait trouvé Nana dehors la veille au soir. Elle craignait que Nana n'ait été attaquée par l'ennemi de l'humanité. Touchée par la préoccupation de Michiru, Nana a partagé ses sentiments envers l'ennemi de l'humanité. Elle a révélé sa haine envers eux parce qu'ils étaient responsables de la mort de ses parents. Elle a ensuite raconté un souvenir douloureux de son enfance. Quand elle était petite, elle sortait de sa chambre par la fenêtre pour acheter des fruits. Une nuit fatidique, elle a oublié de fermer la fenêtre, ce qui a permis à des intrus d'entrer chez elle et de tuer ses parents. Nana se blâmait pour leur mort depuis. Après que Nana a partagé son passé douloureux, Kyuya s'est approché d'elle et de Michiru, leur demandant de l'accompagner dans la chambre d'un étudiant où une foule s'était déjà rassemblée. Ils ont découvert que Ryuji, le propriétaire de la chambre, avait été sauvagement assassiné. Cependant, cette fois-ci, Nana n'était pas la coupable. Se mettant dans le rôle d'un détective, Kyuya a interrogé Mugo, qui vivait à côté de la chambre de Ryuji, sur ses faits et gestes pendant le meurtre. Mugo prétendait qu'il était dans sa chambre toute la nuit, donnant des cours à ses 3 disciples. Ils ont tous confirmé n'avoir rien entendu d'anormal de la chambre de Ryuji. Kyuya a ensuite interrogé les 3 disciples de Mugo, demandant à chacun de démontrer ses talents. La première personne avait la capacité de changer de voix, la deuxième pouvait créer une projection astrale, et la troisième possédait des pouvoirs magnétiques. À part les 3 acolytes de Mugo, il y avait Fuko, la petite amie de Ryuji, qui avait découvert son corps sans vie. Elle est devenue le principal suspect, surtout après que Kyuya ait découvert son talent pour contrôler les éléments. Lorsqu'on lui a demandé de démontrer sa capacité, elle a utilisé le vent pour attaquer Kyuya. Curieusement, le corps sans vie de Ryuji a été découvert près d'une fenêtre grande ouverte, laissant le vent circuler librement dans sa chambre. Avant que Kyuya ne puisse poursuivre son enquête, leur professeur principal a interrompu, annonçant que les autorités scolaires étaient au téléphone. Kyuya voulait signaler les meurtres qui s'étaient produits à l'école. Nana et Michiru ont dû poursuivre l'enquête sans l'aide de Kyuya. Ils ont trouvé des preuves que Ryuji avait ouvert sa fenêtre non pas pour laisser entrer le vent, mais parce qu'il voulait s'échapper après avoir réalisé qu'il était en danger. Plus tard, alors que Nana était seule dans sa chambre, le professeur principal a frappé à sa porte pour lui livrer un nouvel uniforme. Nana en avait demandé un nouveau car son ancien uniforme avait été déchiré lors de l'attaque de Jin. Cependant, Nana a réalisé que sa bouteille de poison avait disparu. Elle l'avait gardée dans la poche de son ancien uniforme, et il était probable que Michiru l'ait prise en la soignant. Avant que Nana ne puisse aller dans la chambre de Michiru pour chercher le poison,
Kyuya est revenu et lui a demandé de l'aider à interroger Fuko. Malheureusement, l'interrogatoire n'a fourni aucune information nouvelle. Fuko a éclaté en larmes et a supplié Nana de l'aider à venger la mort de Ryuji. Après l'interrogatoire infructueux, Nana est allée dans la chambre de Michiru pour chercher la bouteille de poison. À ce moment-là, Michiru n'était pas dans sa chambre, donc Nana avait la liberté de fouiller toute la pièce. Au lieu de trouver le poison, elle est tombée sur le journal intime de Michiru. Dans le journal, Michiru avait écrit sur ses expériences depuis sa première rencontre avec Nana en classe. Elle considérait Nana comme sa meilleure amie et la personne en qui elle avait le plus confiance à l'académie. Elle ne voulait pas voir Nana triste, surtout quand elle lui avait partagé l'histoire de la mort de ses parents. Peu de temps après, Jin est soudainement apparu derrière Nana, tenant sa bouteille de poison. Il l'avait prise. Tout en rendant le poison à Nana, il a juré de découvrir qui était responsable d'avoir fait de Nana une meurtrière. Jin a également réprimandé doucement Nana pour avoir suspecté Michiru de voler la bouteille de poison. Il croyait que Michiru était une fille innocente et attentionnée qui traitait bien Nana. Avant de partir, Jin a demandé à Nana de vérifier Michiru, qui était resté dans la salle de bain pendant un certain temps. Nana a ouvert la porte de la salle de bain et a trouvé Michiru inconsciente dans la baignoire. Nana a décidé de sauver Michiru. Il lui a fallu 2 jours pour s'occuper de Michiru jusqu'à ce qu'elle se réveille enfin. Michiru avait perdu connaissance parce qu'elle avait utilisé ses pouvoirs pour aider un chat. Jin avait apporté un chat blessé à Michiru et lui avait demandé de le sauver. Michiru a sauvé le chat mais s'est trop fatigué, ce qui l'a fait s'évanouir pendant son bain. Dans le même temps, Jin a découvert un lapin mort avec une blessure au cou similaire à celle du chat que Michiru avait sauvé. La personne responsable de la blessure du lapin était toujours à proximité, et Jin l'a confronté. Il savait que cette personne était la meurtrière de Ryuji et ne se souciait pas de leur prochaine cible après Ryuji. Il l'a simplement exhorté à arrêter de faire du mal et de tuer des animaux innocents. La scène s'est alors déplacée vers le bureau du gouvernement central, où le comité a donné l'instruction au mentor de Nana, Tsurioka, de se rendre sur l'île. Cependant, sa mission n'était pas de sauver les individus talentueux, mais d'accélérer le processus de les éliminer. De retour sur l'île, Michiru récupérait progressivement. Cela rappelait à Nana qu'elle avait passé beaucoup de temps à s'occuper de Michiru et devait reprendre sa mission d'éliminer les étudiants. Elle avait déjà choisi sa prochaine cible, Fuko. Alors que Nana se préparait à partir, Michiru lui a demandé de rester un peu plus longtemps. Nana semblait contrariée par cette demande. Elle ne pouvait pas sympathiser avec le désir de Michiru d'avoir sa compagnie. Si ses supérieurs découvraient qu'elle avait pris soin de Michiru au lieu d'accomplir sa mission, ils la tueraient certainement. Dans cette situation, Nana préférait la mort de Michiru à la sienne. Avant de passer au plan pour tuer Michiru, Nana voulait comprendre pourquoi Michiru avait été si gentil avec elle et l'avait même soignée plusieurs fois. Michiru a révélé qu'elle avait une amie proche qui était décédée d'un cancer. Depuis lors, elle portait le regret de ne pas avoir pu faire quelque chose pour sauver sa meilleure amie, car sa capacité de guérison ne pouvait que réparer les blessures externes et non guérir des maladies mortelles comme le cancer. Le désir de Michiru d'aider Nana découlait de sa détermination à éviter la perte de plus d'amis et de sa volonté d'utiliser ses capacités pour les aider. Entendre l'histoire de Michiru toucha profondément Nana, la faisant hésiter à mettre son plan à exécution pour la tuer. Michiru rendait visite à Nana dans sa chambre parce qu'elle était tourmentée par des pensées sur la mort des parents de Nana. Nana avait précédemment mentionné qu'elle sortait de sa chambre après avoir joué. Cela a fait se demander à Michiru si sa chambre restait désordonnée quand Nana revenait. En entendant la question de Michiru, Nana a réalisé que sa chambre était en fait bien rangée quand elle se réveillait le lendemain. Cette prise de conscience lui a permis de comprendre que ses parents avaient probablement nettoyé sa chambre pendant son sommeil et sécurisé la fenêtre de sa chambre. Cela suggérait qu'ils auraient pu être tués par un cambrioleur qui s'était introduit chez eux. Cette révélation a laissé Nana en état de choc, mais Michiru l'a réconfortée en la serrant dans ses bras et en lui demandant de ne pas se blâmer pour la mort de ses parents ni de se sentir responsable. Nana avait pris la décision de ne pas tuer Michiru, surtout après avoir appris son passé. Au lieu de cela, leur amitié s'est approfondie, et elles ont échangé des cadeaux, partageant des moments heureux en tant que meilleurs amis. Cependant, cette nuit-là, Jin s'approcha de Nana et l'avertit que Michiru pourrait être en danger. Il l'avait vue se diriger vers la plage et lui avait demandé où elle allait en se déguisant en Mogo. Michiru avait mentionné que quelqu'un lui avait demandé de la rencontrer là-bas, suscitant des inquiétudes pour sa sécurité. Nana s'inquiéta pour Michiru et sortit pour la chercher. En chemin, elle reçut un appel de Tsurioka, qui la réprimanda de ne pas avoir accompli sa mission. Il lui ordonna de tuer tous les élèves de l'île, y compris Michiru. Pendant ce temps, Michiru rencontra l'assassin, et il commença à l'attaquer. Juste au moment où l'assassin allait porter le coup final, Nana arriva juste à temps pour protéger Michiru. Cependant, Nana elle-même fut blessée par l'attaque du tueur. Nana reconnut l'assassin comme la même personne qui avait tué Ryuji. C'était l'un des sbires de Mugo avec le talent de la projection astrale, nommé Rantaro.
Sous sa forme spirituelle, Rantaro continua d'attaquer Nana alors qu'elle essayait de protéger Michiru. Nana réalisa qu'elle ne pouvait pas garder Michiru en sécurité indéfiniment, alors elle en vint à insulter Michiru, espérant la mettre suffisamment en colère pour la faire partir. Son plan fonctionna, et malgré la réticence initiale de Michiru, elle finit par s'enfuir après que Nana ait prétendu ne jamais l'avoir considérée comme une amie et l'avoir simplement utilisée. Voyant Michiru partir, Rantaro prévoyait de finir Nana pour pouvoir s'attaquer à Michiru. Cependant, il ressentit soudainement une douleur à la nuque, comme s'il était étranglé. Pour comprendre ce qui lui arrivait, nous devons revenir à un moment avant que Nana ne parte à la recherche de Michiru. À ce moment-là, Nana rencontra Kyuya et lui dit que l'assassin était Rantaro. Tout en cherchant Michiru, elle demanda à Kyuya de localiser le corps physique de Rantaro et de l'arrêter. Après un certain temps de recherche, Kyuya localisa finalement le corps réel de Rantaro, caché dans une cabine de toilette. Il décida de l'étrangler pour forcer son corps astral à retourner dans sa forme physique, sauvant ainsi simultanément Nana. Malheureusement, il était légèrement en retard, et Nana avait subi des blessures graves. Elle se rendit compte qu'elle mourait et des pensées pour ses parents décédés lui traversèrent l'esprit. Cependant, elle pouvait quitter ce monde avec le sourire parce qu'elle avait enfin trouvé une amie qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Alors que Nana gisait sur le sol, haletant pour son dernier souffle, Michiru revint soudainement et utilisa ses pouvoirs de guérison pour soigner les blessures de Nana. Cependant, les blessures de Nana étaient extrêmement graves, et les guérir épuisa toute l'énergie de Michiru. Finalement, Michiru réussit à sauver Nana mais sacrifia sa propre vie dans le processus. La série se termine par une scène poignante de Nana enlaçant Michiru, versant des larmes pour la perte de la seule amie qu'elle ait jamais connue. Donc, la morale de l'histoire est toujours d'avoir des aiguilles empoisonnées supplémentaires, car on ne sait jamais quand on en aura besoin pour simuler sa propre mort afin d'éviter de faire ses devoirs.